Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que l'image passe et le son aussi? Quelqu'un pour me confirmer que le son et l'image sont OK, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a... Je vois que... Ah, super, merci Raphaël. Oui et non, tu me dis. Raphaël, tu me dis oui et après tu me dis non. Ça veut dire peut-être que tu m'entends pas? Ah oui, c'est bon, merci. Merci, merci. Eh bien, justement, c'est marrant, Raphaël, je vais parler de toi à un moment donné dans la vidéo. Je vais juste faire une allusion à toi. Alors, ah ok, donc là, il y a les textes, et vous êtes déjà 4, 5, et ben c'est parti, on peut commencer. On peut commencer. Merci d'être là déjà. Et pour ce titre, dont j'espère vous avez compris le côté un peu provocateur, exprès. Hein, donc j'ai envie de vous rassurer d'abord, je ne pense pas que la thérapie en cabinet soit tout à fait révolue et qu'il faille absolument passer à une autre forme d'exercice. Néanmoins, il y a quand même du vrai dans ce teasing qui se voulait un peu provoque, et je pense que nous, les psys, avons quelque chose vraiment à remettre en question dans notre manière de travailler en cabinet. Et c'est bien sûr le en cabinet qui, me, qui, me, qui me fait réfléchir depuis longtemps et qui, je pense, doit comment dire, être aménagé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça, du fait que, de mon point de vue, la psy en cabinet s'est dépassée. Et pourquoi je pense que c'est dépassé? euh, Déjà, parce que vous avez remarqué autour de vous, pour vous, que c'est quand même extrêmement long. Ça se chiffre pas en jours, pas en semaines, pas en mois, ça se chiffre en années. D'ailleurs, si j'ai un confrère là, qui est féru d'études sociaux, j'aimerais bien savoir quelle est la moyenne à peu près d'une thérapie. Moi, intuitivement, avec ce que j'ai observé, je dirais que c'est 3 ans, 5 ans, entre 3 et 5 ans, quelque chose comme ça. Et en Gestalt, c'est bien dans cette fourchette-là qu'on constate la durée des thérapies. Hein. C'est vraiment, ça dure quelques années. Donc à 50, 60 ou 70 euros la séance dans les grandes villes, ça fait tout de suite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'argent. Donc c'est tout de suite un peu élitiste, donc c'est un peu confidentiel, et du coup ça participe à changer le monde, oui, mais à mon avis ça pourrait être plus efficace que ça. C'est le but de cette vidéo, de cette conférence, et pourquoi c'est si long que ça? Suspense. Ma conviction profonde, c'est que les thérapies en cabinet durent longtemps, notamment parce que le corps est oublié. Et le but de cette vidéo va être de vous expliciter de toutes les manières possibles les raisons pour lesquelles, historiquement, culturellement, socialement, pourquoi le corps est oublié dans le travail en psychothérapie. Alors, oubliez, il y a des collègues là qui sont venus m'écouter. Nous portons tous une attention au corps, mais vous allez voir, j'espère, dans cet exposé, le fait que la thérapie soit longue, que le corps soit oublié, ces deux choses se nourrissent l'une l'autre. C'est pour ça qu'à mon avis, la thérapie en cabinet, c'est un modèle que nous avons à faire évoluer. Et voilà, je vais commencer tout de suite le déroulé de mon plan. Donc, euh, déjà, pourquoi et comment et alors quand je dis que la thérapie en cabinet c'est dépassé, j'aurais pu dire la psychanalyse, la psychologie, la psychothérapie, la gestalt, l'analyse transactionnelle, tout ce que vous voulez, hein, tout le travail psychologique, psychocorporel en cabinet, de mon point de vue, c'est un modèle qui doit évoluer. Alors, quelle est la responsabilité déjà? Quel est le pourquoi? Comment est-ce que le monde de la psy en général se débrouille pour oublier le corps dans son travail, donc faire
proposer des thérapies qui prennent du temps, parce que le corps est oublié. Vous voyez bien encore une fois comment ces deux choses se nourrissent. Alors la première chose, c'est que quand vous êtes patient ou client en thérapie, euh, vous êtes aussi un ancien bébé et un ancien enfant qui, pendant des années et des années, a appris du monde, a appris des autres, juste en observant, en mâchouillant les objets, en les suçotant, en étant en interaction complètement fusionnée avec son corps et ses organes d'essence. Et ça, d'ailleurs, c'est validé par les pédagogies alternatives Montessori, Steiner, Freinet, qui nous montrent que l'apprentissage, il se fait avec tout le corps. Et là, on voudrait en cabinet que les deux personnes soient assises l'une en face de l'autre et, juste en parlant, résolvent des problèmes, apprennent des choses profondes sur eux. Alors oui, bien sûr, c'est possible, mais je suis en train de vous dire qu'en faisant plus participer le corps, ce serait plus efficace, plus rapide, plus stable. Euh, une autre raison pour laquelle la thérapie dure longtemps en cabinet, eh bien, c'est parce que, comment dire ça, eh bien, c'est fait par des psys. Et de la même manière que dans une boucherie, vous trouvez peu de légumes et chez le primeur, vous trouvez peu de viande, eh bien, dans un cabinet de psy, vous trouvez quelqu'un qui a passé des années et des années et des livres et des philosophes et des écrivains et des grands penseurs et un entraînement et un travail pour développer une intelligence relationnelle, intellectuelle, une intelligence de cœur, pour accompagner les gens qui viennent nous voir, qui viennent le voir. Mais l'entraînement, le fait d'exercer et d'impliquer franchement, pleinement le corps dans cette activité relationnelle qu'est la psychothérapie, eh bien, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait dans nos enseignements. Même moi qui ai fait le PG, une école de Gestalt, où quand même c'est une école très corporalisée, eh ben, j'ai passé mes années assis sur des coussins. En fac, je vous en parle même pas, hein. Donc là, il y a quelque chose qui est euh, un peu, pour l'instant inévitable, un peu dû au mode de transmission, de formation de nous autres, les psys, et c'est pas fini. Euh, dans les écoles analytiques, dans les écoles humanistes à laquelle j'appartiens, je pense que nous avons aussi commis l'erreur de trop nous identifier à cette manière de lire l'humain, d'appréhender l'humain. Les thérapies analytiques, le pourquoi, le sens de la blessure, de la difficulté, la thérapie humaniste, plus centrée sur la personne, sur sa légitimité, difficulté, facilité à exprimer ses émotions, à satisfaire ses besoins, etc. Eh bien, dans ces deux formes de thérapie, j'ai observé que les praticiens qui exerçaient ça pouvaient facilement s'être enfermés dans l'étiquette analytique ou humaniste. J'ai commis la même erreur à mes débuts. Je pense que c'est inévitable, en fait, hein. Euh, et enfin, le last but not least, dans les raisons qui font que le travail psychique euh, euh, propose une transformation qui est un peu inévitablement longue, c'est l'héritage freudien. L'héritage freudien qui est quand même massif et dans lequel il y a des pavés qui nous influencent encore tous malgré nous à cause du contenu comment dire, des postulats de la psychanalyse. Et il y en a au moins trois qui font que le corps est tout à fait absent de la psychanalyse ou vraiment, vraiment pas assez présent. Et même nous, en tant que psychologue ou psychothérapeute ou psychopraticien, ça nous infuse cet héritage. Eh bien, c'est le postulat dans la psychanalyse que la personne du psychanalyste est absente du travail, que la sexualité est un enjeu majeur, sinon l'enjeu principal de développement, et enfin que le toucher dans la relation thérapeutique confine à l'inceste. Alors évidemment, avec ces présupposés, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez tout à fait me poster des commentaires, je les vois, et j'y répondrai avec plaisir tout de suite si je trouve que c'est dans le droit fil de ce que j'ai à vous dire. Et puis si c'est un peu peut-être décalé, eh bien, j'y répondrai à la fin de la conférence.
Donc, cet héritage freudien avec ces trois postulats que je viens de vous citer, eh ben, évidemment, ça favorise pas du tout la présence engagée dans le mouvement, dans l'espace, dans la dynamique du corps du praticien et du corps du sujet. Donc nous avons à nous départir de ça. Nous les psys, nous aussi les gens qui allons voir des psys, c'est une prise de conscience euh, globale et large que je propose et que je suggère. D'ailleurs, le but de cette vidéo, en fait, c'est d'en préparer une deuxième qui sera ma représentation, mon explication de comment mettre plus de corporalité dans notre développement personnel, que ce soit au travers de la thérapie ou d'autres méthodes de développement. Voilà. Donc, où j'en suis Oui, donc le toucher dans la relation thérapeutique comme inceste, la sexualité comme enjeu principal et la personne du psychanalyste qui doit être absente de la relation, hein, la neutralité bienveillante, dont je ne sais pas où ils l'ont trouvé, la neutralité bienveillante, peut-être un peu chez l'abbé Pierre ou chez Mère Teresa, mais à part ça, ça n'existe pas. Eh bien, avec ça, le corps, il est massivement oublié. Le corps, il est oublié dans la thérapie, donc elle est longue. C'est encore une fois, c'est indissociable. Alors, néanmoins, néanmoins, il y a d'excellentes raisons solides et valables pour lesquelles la thérapie, ça ne peut pas se faire en une fraction de seconde, ça ne peut pas se faire en 3 jours. Il y a des processus longs qui sont à l'œuvre et je vais quand même vous en citer quelques-uns pour, voilà, pour vous dire ma vérité aussi, qui est nuancée. Une première raison qui fait que la thérapie, ça prend nécessairement un peu de temps, c'est que le lien de confiance, eh ben, il s'établit d'une manière un peu mystérieuse entre deux personnes et il a son propre rythme. Et donc, c'est pas tout de suite que la personne qui vient vous voir, que c'est pas tout de suite que nous, en tant que patient, client d'un thérapeute, on se sent tout à fait en confiance de dire qui on est, ombre comprise. Ça prend du temps. De mon expérience, je dirais que ça prend au moins 6 mois pour que quelqu'un soit vraiment, clac, enclenché et engagé dans la thérapie. Ensuite, il y a au-delà de la confiance, il y a un temps psychique qui est nécessaire pour que le patient, le client, aborde certains sujets, euh, réalise lui-même la portée de ce qu'il est en train de dire, euh, réalise qu'il a le droit de dire quelque chose de son expérience, qu'il réalise, ça prend du temps aussi, qu'il réalise parfois que ce vécu psychique qui tourne et qui fermente en lui depuis des années, c'est possible de le dire. C'est possible pour lui de le transformer en mots. Et ensuite, ces mots, c'est possible pour lui de le dire au psy. Tout ça, eh ben, voilà, ça prend du temps et ça n'est pas compressible avec aucune technique magique, même une thérapie qui se ferait pas en cabinet, comme vous imaginez, c'est un peu ma proposition. Enfin, il y a les processus de deuil qui prennent nécessairement un certain temps. J'aime bien d'ailleurs ce proverbe de je ne sais plus quelle tribu d'Amérique du Nord qui dit que pour faire le deuil d'un amour, il faut que 4 saisons passent dessus. 4 saisons passent dessus, une année. Euh, Ensuite, il y a quelque chose qui prend du temps de manière inexorable, c'est le processus de rééducation des émotions. Nous avons tous un peu grandi dans des familles confuses sur le plan de l'émotion, où chaque émotion n'était pas forcément encouragée ni étiquetée de la bonne manière. Et quand certains se mettent en colère alors qu'en fait ils sont tristes, ou d'autres l'inverse affichent de la tristesse ou une forme de dépression alors qu'en fait c'est une colère rentrée, eh bien tout ça, ce décortiquage de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que c'est comme émotion, comment ça s'appelle, qu'est-ce que je peux en faire, tout ça aussi, c'est un travail minutieux où le contexte sécurisé du cabinet est parfaitement adapté. Euh, le processus de désidentification au personnage que nous nous sommes construits, ça aussi c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, le, le processus de reparentage, quelqu'un qui a été terriblement carencé en validation, en affection, en empathie,
eh bien, il va peut-être falloir pour lui elle ou elle, qu'il se nourrisse pendant de longs mois, peut-être de longues années auprès d'un thérapeute plutôt féminin et maternant qui saura le nourrir comme ça, voilà, et pour, dans le meilleur des cas, que cette nourriture se consolide en lui, se structure et lui permette de rattraper le temps perdu en quelque sorte. Donc voilà un autre processus, le reparentage, qui prend un temps un peu incompressible. La création de soi aussi. Une fois que dans la thérapie, les scories de l'héritage familial ont été balayées, les traumatismes principaux ont été un minimum apaisés, euh, retrouver le projet ambitieux et vierge de soi que nous avions quand nous avions 15 ou 20 ans, eh ben, c'est un peu délicat, un peu ardu. Ça prend du temps aussi de se redonner la possibilité, l'autorisation de réinventer qui nous sommes, de redécouvrir plutôt qui nous sommes, plutôt que réinventer. Hein. Voilà. Une dernière bonne raison, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, qui explique que les thérapies, le travail thérapeutique, psychologique est long, c'est aussi simplement à l'image de la société. À l'image de la société, de ce qui nous est rentré dans le crâne de par notre culture. Et là, je pense par exemple aux films. Nous sommes, je crois, tous imprégnés de ces films, souvent américains, où on voit un psychanalyste dans un cabinet new-yorkais, je sais pas, je pense à des films de Woody Allen, et où l'atmosphère est toujours un peu la même. Un cabinet un peu bourgeois, un patient ou un client allongé, un thérapeute, un psychanalyste souvent en retrait, qui dit quelques mots. Il y a comme ça dans la culture cinématographique, je crois, un cliché du travail psychothérapeutique qui nous vient de la psychanalyse, qui nous vient du cinéma, qui est plutôt, vu de chez moi, un peu, comment dire, austère, un peu sec, un peu froid, un peu, un peu distancié, pas du tout corporalisé, mon Dieu, là c'est évident. On a deux momies, une momie assise, une momie allongée. Et du coup, et on a le sentiment que ce travail, oui, il est ardu, il est difficile. Alors que dans la thérapie, surtout quand elle est corporalisée, nous avons accès, en tant que patient, client, à des moments de joie, de ferveur, de rire qui sont à l'image de la puissance de notre corps et de notre cœur et de notre intelligence, de notre corps quand il a la possibilité de s'exprimer et de rentrer dans le processus de la thérapie. Donc voilà, la société nous influence. Et c'est le prochain chapitre. D'ailleurs, je vous propose de nommer, de poser quelques mots, quelques repères sur comment notre société et notre culture nous, euh, nous ratatine le corps, nous demande de le mettre à distance, et du coup, très naturellement, qu'on soit patient, client d'un psy ou psy nous-mêmes, eh bien, on aborde l'autre, on aborde la relation, fut-elle thérapeutique, avec ce, ce message de la société que le corps, on met ça de côté. Donc les raisons ou comment la société nous pousse à oublier le corps. Je vous rappelle qu'il y a une des raisons qui fait que la thérapie est longue, n'est-ce pas? Alors, déjà, l'héritage judéo-chrétien. Évidemment, enfin, j'espère que c'est évident pour vous, cet héritage, une des synthèses malheureuses, une des conséquences malheureuses, c'est que tout ce qui touche au corps qui vibre, qui exulte, qui transpire, qui jouit, qui crie, qui se montre, eh ben, c'est plutôt dans la société, dans cette culture, dans cet héritage judéo-chrétien, c'est plutôt suspect tout ça. On reste à distance. Et on fait quoi après, nous, en tant que patient ou client de thérapeute, ou en tant que thérapeute? Ben, c'est compliqué avec ça. Le fait que nous sommes aussi issus d'une société cartésienne, scientifique, où la raison, l'esprit, l'intelligence du cerveau auraient une sorte de prééminence sur l'intelligence du cœur, sur la subjectivité, sur l'irrationnel, sur la corporalité. Alors, bien sûr, quand on est issu de cette société très cartésienne, et qu'on fait un travail thérapeutique, eh bien, on retrouve à nouveau le patient, le client en thérapie en face du thérapeute, et ça parle.
Le corps, il est mis de côté par cette société de la raison. Hein. Ensuite, le fait que nous soyons dans une société de consommation, avec des publicitaires de génie, des chaînes de télévision qui sont géniales pour nous vendre des choses dont on n'a pas besoin. Et on pourrait dire que le credo de cette société de consommation, c'est d'anticiper et de répondre à nos besoins le plus vite possible avant même qu'on les ait formulés et qu'on ait, comme on gave un enfant en lui donnant à manger à la cuillère, que tous nos besoins soient satisfaits dès qu'on lève le petit doigt. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se transforme dans nos cabinets de thérapeutes? Eh bien, ça aboutit, selon moi, à des cabinets bien confortables, bien climatisés, bien chauffés, avec des coussins tout doux, tout mous, tout roses, tout pastel. Je caricature, bien sûr, mais vous comprenez mon propos. Nous sommes dans une société de l'hyper-confort et nous avons mis dans notre travail thérapeutique, je crois, de l'hyper-confort, là où il serait bon de placer le corps parfois dans d'autres circonstances que celle-là. Enfin, la société techno-assistée dans laquelle nous sommes, avec des télécommandes, avec la fée électricité qui exauce nos vœux, qui facilite notre travail, qui nous fait monter les escaliers 15 étages en 15 secondes sans s'essouffler, eh bien, cette société d'assistance technologique de notre corps nous finit par nous faire penser que c'est normal que notre corps soit inactif, que notre corps soit assisté. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reproduit, nous les patients, les clients et nous les psys dans la relation thérapeutique, une interaction où le corps est inactif. Ben oui, comme depuis que je suis tout petit, comme au travail, comme à la maison, mon corps est inactif et puis j'ai juste à parler, à entendre, à écouter et puis tout va fonctionner comme ça. Ben, c'est pas du tout ma représentation des choses et mon expérience. Il y a enfin une croyance qui, je crois, vient beaucoup du système médical allopathique, qui consiste à dire que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une souffrance physique, on a mal au genou, anti-inflammatoire. Émotionnel, on est triste après un deuil, on n'arrive pas à dépasser un cap, et ben on prend des antidépresseurs. Le paradigme de la pilule magique qui va régler nos problèmes humains, physiques, existentiels, émotionnels. Et tout ça, ça donne à nouveau un corps qui est passif, qui est objet d'une transformation extérieure pour laquelle il n'a juste qu'à cliquer sur Internet, cliquer sur le distributeur cliquer sur je perds mes mots. Vous comprenez, c'est l'homme doigt de Deleuze, l'homme doigt que décrit Deleuze dans ses ouvrages, où nous finirons par juste être un doigt qui clique sur le code de carte bancaire pour envoyer une information, pour communiquer à un tel, pour se faire livrer ceci. Et cette croyance que notre corps est inactif, il est dépossédé des interactions, de beaucoup d'interactions, finit par diffuser, je crois, dans le travail thérapeutique, et nous avons à nous départir de ça. Le corps oublié, le corps oublié. Et du coup, eh bien, comme beaucoup, je ne sais pas combien, mais plusieurs de mes confrères, quand j'ai commencé ma carrière de psy en 2000, eh ben, j'ai commis les mêmes erreurs que tout le monde. Enfin, pardonnez-moi, je suis peut-être brutal quand je dis ça pour certains de mes collègues, mais j'ai passé des années à être scotché dans mon fauteuil et à avoir le sentiment que si j'appliquais bien tout ce que j'avais appris ici à l'école, j'allais aider les gens. Alors je les ai aidés, mais avec le recul, je me suis rendu compte que c'était tout à fait insuffisant. En fait, dans mon expérience personnelle même, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je sentais quand j'étais dans mon fauteuil de psy en face de mon patient ou mon client, je sentais mon corps vibrer. Je sentais que ça secouait. Je vérifie pour voir si vous me posez des questions, au fait. Tac, 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 tout est OK, ça coupe tout le temps. OK, OK, OK. Son et image OK, c'est clair, je t'envoie ma mère. D'accord, OK, merci. Donc, où j'en étais, moi? Oui, dans mon expérience, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé que je me suis rendu compte petit à petit que mon corps trépignait en face de mes patients en thérapie.
que j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire quelque chose, que des fois mes poings se serraient, je sentais une colère, je sentais une tristesse, je sentais des choses que j'avais envie d'exprimer dans un mouvement. Alors, petit à petit, et en travaillant ça en supervision, merci Pierre Janin, je me suis mis en mouvement, je me suis levé. Waouh! Ah ouais, ça déclenche quelque chose. Je me suis approché de la personne que je suivais. Je lui ai proposé de se lever, de se mettre en mouvement. Waouh, ça a aussi déclenché d'autres choses. Je, euh, Au moment où ça m'a semblé opportun, évident, euh, humainement indispensable, je lui ai pris la main ou j'ai mis la main sur son épaule. Et là, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. Ça a au contraire été des moments très réparateurs, ce contact. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal à l'épaule? On met la main sur l'épaule. Qu'est-ce que vos parents ont fait quand vous aviez bobo? Ils mettaient leur main de parents guérisseurs, magiciens sur votre bobo pour que vous ayez plus mal. Hein. Voilà un exemple où le mouvement, l'implication du corps dans la thérapie est indispensable, quoi qu'en dise la psychanalyse qui considère que le toucher, le contact entre le patient et le psychanalyste touche à l'inceste. Hein. Voilà, là c'est un point que j'ai de désaccord total et je serais ravi de répondre à des questions de psychanalyse si vous m'envoyez quelque chose en direct. Hein. J'aime discuter et débattre de mes idées et des vôtres. Donc voilà, j'ai accumulé et j'ai continué d'aller de plus en plus loin dans cette expérience et je suis allé jusqu'à proposer par exemple récemment, une jeune une jeune femme qui me suit en thérapie, qui a une farouche envie d'être heureuse. Eh bien, je lui ai dit, à partir de maintenant, il faut que vous alliez, je sais plus ce que je lui ai dit, au moins 2 fois par semaine ou au moins 1 fois par semaine, allez vous baigner, allez nager dans le lac qui est à côté. Oui, oui, c'était au mois de janvier, l'eau, elle devait être à 6 degrés. Eh bien, elle est allée se baigner dans ce lac. Et avec quoi elle est ressortie en impliquant son corps, peut-être pas dans la thérapie, dans notre heure de thérapie, mais dans le cursus, dans le parcours de sa thérapie, elle a pris son corps, elle est allée le mettre dans de l'eau glacée dans un lac, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Eh bien, son corps s'est retrouvé dans un tel état d'urgence, de survie, avec une hyperventilation, parce que quand on a très froid, c'est ce qui se passe, avec une température tellement fraîche que le corps est en urgence, et bien à ce moment-là, le mental, il se coupe, et vous n'êtes plus, et nous ne sommes plus dans ces circonstances-là qu'un mammifère qui essaye de survivre et qui met donc toute son intelligence, tout son savoir-faire émotionnel, corporel, toute sa puissance de mammifère au service de sa survie. Et elle est sortie de là enchantée, avec un mental apaisé, une forme de confiance dans sa capacité d'action, de confiance dans sa capacité de faire des choses, de surmonter des choses. Voilà un exemple de l'implication corporelle dans la thérapie que je propose aux gens que je suis. Un autre, une autre chose que j'ai faite des peut-être pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines de fois, c'est de ouais, si, sûrement des centaines en fait. C'est de combattre, de me bagarrer avec mes patients ou mes clients. Par exemple, les gens qui ont un problème pour défendre leur territoire, qui se laissent marcher dessus, qui se laissent marcher sur les pieds. Eh bien, je venais, pas leur donner des coups de poing, mais je venais me dresser vers eux et un peu les provoquer dans un jeu, en explicitant la raison de ce jeu, un jeu. Je vais venir vous provoquer, je vais venir envahir votre espace d'intimité, et si ça suffit pas, je vais un peu vous pousser comme ça sur l'épaule, et petit à petit, tout doucement, on explorait ça, de manière à ce qu'à un moment donné, au bout de la 5e fois que je repousse l'épaule de la personne qui est en face de moi, même si elle a confiance en moi, même si elle sait que je suis là et qu'on fait une mise en situation pour l'aider à trouver quelque chose d'elle, une forme de verticalité, de capacité à se dresser et à dire non, eh bien au bout de la 5e fois que je la pousse comme ça, eh bien il y a quelque chose de il y a quelque chose de sa survie là, de mammifère encore une fois, qui prend les commandes et on court-circuite le blocage de la parole. Il y a des choses qu'il est pas tout à fait possible d'exprimer précisément juste avec des mots. Ou encore, il y a des choses que le corps sait parfaitement bien exprimer quand on lui en donne la possibilité. Et du coup, ça a fini avec ces gens-là dans une sorte de bagarre avec des coussins, avec des gouttes de sueur, parce que
j'encourageais en même temps la personne en face de moi à tenir sa position, parce que moi qui jouais l'intruseur, non, l'intrus, moi qui jouais l'intrus, j'avais la ferme intention d'aller jusqu'où d'ailleurs, d'aller jusqu'à ce que je sente en face de moi une résistance solide, convaincante. Et cette manière de travailler, là aussi, des dizaines et des dizaines de fois, avec quelques hommes, mais beaucoup plus, pardon, des femmes, qui ont eu un vécu d'abus sexuels, d'inceste dans leur vie, et qui du coup, en face comment dire, en face du prédateur sexuel, en face de l'homme ou de la femme qui ressemble dans leur enfance, dans leur souvenir d'enfance, aux prédateurs sexuels dont ils ont subi les assauts, eh bien, en face de ces gens-là, ces femmes-là ou ces hommes-là perdent leurs moyens. Eh bien voilà, en séance, je venais rejouer ça. Et avec mon patient, avec mon client, je lui disais, OK, eh ben, je suis Charles, là. Tu te souviens, Charles, hein, celui qui t'a violé quand tu avais 18 ans? Eh ben, c'est moi qui reviens là, tu vois. Et j'ai envie de venir vers toi parce que je fais ce que je veux. Et c'est pas toi qui va m'en empêcher. Et au début, la personne en face de moi, elle est un peu perplexe. Elle est dans sa peur. Elle est dans sa peur. Et puis, on explore progressivement la frontière jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un geste, un rapprochement de ma part, un regard, quelque chose qui chez elle euh, déclenche son réflexe, encore une fois, de mammifère qui est là pour protéger sa vie, et qui fait que, eh bien, là, on peut rentrer dans une lutte pour mettre à l'épreuve sa combativité, mais de toute façon, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est ouvert chez elle, chez ce sujet. Elle a, euh, elle a fait l'expérience dans ses intestins, dans son bassin, dans ses appuis de jambes au sol, que il y a un moment où elle peut réagir, mais physiquement. Et classiquement, c'est une situation que j'aime bien mettre placée comme ça. Christelle, au bout de combien de séances te permets-tu ces situations corporelles? Super question. Super question, Christelle. Si tu veux me la reposer à la fin, j'y répondrai. Donc, typiquement, dans ces situations, je dis à la personne, prenez mes mains comme ça, on s'agrippe les mains en face, l'un en face de main à main, vous m'avez compris. Et ensuite, moi, j'avance. J'avance et je rentre dans le personnage de l'agresseur, du parent qui a frappé, du parent qui a abusé. Et je suis dur et sec dans mes mots. Et en même temps, de temps en temps, je me décale. Je lui dis, OK, Sylvie, je suis toujours Pierre. OK, tu en es où là? Et on explore pour que, avec comme objectif qu'elle retrouve sa guerrière intérieure, oui, c'est ça, sa guerrière intérieure. Et je vous assure, je vous promets, ça m'est arrivé des dizaines de fois, alors que je fais 90 kilos et que je fais de l'haltérophilie depuis 35 ans, ça m'est arrivé des dizaines de fois de me faire envoyer valser sur le canapé par la femme avec qui je travaillais qui faisait que 55 kilos. Pourquoi? Parce que elle, à ce moment-là, elle était dans une partie de son corps, de son histoire, où elle défendait sa peau, où elle défendait sa vie, où elle luttait pour sa survie. Alors que moi, j'étais juste un praticien qui faisait son boulot. Donc l'enjeu chez moi n'était pas le même. Et c'est, comment dire, c'est une. Voilà la raison pour laquelle les Américains se sont cassés le nez au Vietnam. Voilà la raison pour laquelle les Russes se sont cassés le nez en Afghanistan. C'est que les GI, ils allaient faire leur boulot pour toucher leurs 2 000 € de solde, alors qu'en face, ils avaient des pauvres bougres pour qui le pays, la vallée, la région, c'était tout et qui défendaient leur terre, leur vie. Et ça, ça permet de déployer une quantité d'énergie telle qu'en face, l'agresseur ou le prédateur, il recule. Il recule et il va choisir une proie plus facile qui, elle, est dans une identifiée à la victime et qui va se laisser être abusée sans difficulté. Voilà. Alors, je me suis un peu étalé sur cet exemple-là, mais voilà un exemple de la manière dont je travaille, qui est très corporalisé, qui fait que des fois à la fin il faut que je change ma chemise parce que je suis en sueur. L'autre personne, elle est rincée, elle est épuisée physiquement. Et c'est logique, elle est épuisée physiquement. Elle est allée chercher une vitalité, une capacité de réaction du mammifère qu'il ou qu'elle est, qu'elle n'avait jamais auparavant vraiment déployé, dévoilé. Et donc c'est extrêmement remuant, souvent émotionnellement et physiquement. Et aussi,
les sujets qui travaillent avec moi comme ça, ils ont souvent des courbatures parce ils ont déployé une telle énergie que voilà, ils sont rincés. Et, et alors, est-ce que j'ai d'autres exemples à vous donner? Je regarde vos remarques. C'est une approche innovante, révolutionnaire. C'est la première fois que j'entends qu'il faut intégrer le corps dans le soin de l'esprit. Merci Marie. Tac tac, mélange de techniques judicieux, punchy, ok. Alors, Christelle, je réponds à ta question parce que je vois que je suis allé vite. Oh, quoique non. Christelle, si tu veux bien, je répondrai à ta question à la fin, si tu veux bien la reposer. Euh, donc, alors bien sûr, il y a des exemples de mise en situation beaucoup plus soft, beaucoup plus euh, moins confrontantes, mais où toujours je vais chercher à recréer avec la personne avec qui je travaille, je vais chercher à recréer le dialogue, la confrontation, la scène primordiale, traumatisante, et pour que ensemble, avec elle, avec lui, nous la rejouions enfin d'une autre manière, et que du coup nous sortions de la névrose. Hein. La névrose, c'est la répétition euh, maladroite et toujours identique à elle-même des solutions que nous avons trouvées dans l'enfance pour nous protéger quand nous étions petits. Hein. Ben, l'âge adulte, c'est réaliser que maintenant nous sommes grands et puissants, nous avons beaucoup de ressources et d'outils, et que nous pouvons utiliser ça d'une manière différente que celle que avons utilisée quand nous étions petits. Ok. euh, Marie, j'imagine que tu conseilles la pratique du sport pour accompagner une thérapie. Ça me fait plaisir. Euh, alors, oui, alors, c'est issu de la gestalt thérapie, ce dont tu parles, ou c'est ta propre technique? Euh, c'est difficile à. J'ai du mal à te répondre, Annick, parce que, bien sûr, je me suis formé à la gestalt, mais euh, après, j'ai développé ma propre technique parce que je suis plutôt très corporalisé comme personne. Et d'ailleurs, je continue. Et alors, qu'est-ce que j'ai réalisé au fil du temps quand je suis allé de plus en plus dans la corporalité de mes séances de travail thérapeutique? Eh bien, je me suis rendu compte que les transformations, elles étaient plus rapides, elles étaient plus stables et il y avait moins de régression. Vous savez, le parcours en thérapie, hein, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, les creux, les régressions, les moments où le mental et l'ego essayent de reprendre le pouvoir et de dire, attends, 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 on a fonctionné pendant 20 ans en étant victime, ce serait quand même peut-être, on t'a sauvé la vie, nous, le mental, ce serait peut-être bien que tu reprennes ta place de victime parce que finalement ça a fonctionné, ça t'a sauvé la vie. Ce mécanisme-là, il est affaibli une fois que la personne, elle a senti dans son corps, dans ses biceps, dans son cardio qui souffle, dans sa transpiration, quand elle a senti dans ses appuis qu'elle avait de la solidité, qu'elle avait de la puissance physique. Euh, Qu'elle avait aussi, enfin oui, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, euh, hmm, comment le dire, euh, nous sommes dans une société de confort, vous vous souvenez, je vous ai dit ça, hein, qui met le corps à distance. Le corps qui exulte, on le met à distance. Donc, résultat, la plupart d'entre nous, les Occidentaux, nous sommes des citadins avec une pratique sportive. Bon, allez-y doucement. Oui, mais vous faites pas trop mal. Et du coup, de quoi est-ce que nous nous privons? Nous nous privons de l'exercice physique de haute intensité qui a des vertus métaboliques et hormonales et immunitaires qui expliquent aujourd'hui le succès du HIIT, High Interval Training. Hein. Et donc, ce que je... Alors, je réponds un peu à ta question, Annick et Marie. Oui, je propose absolument à mes patients en thérapie d'explorer une pratique physique, de démarrer une pratique physique régulière, quasi quotidienne, dans laquelle ils vont faire l'expérience de leur capacité de produire une intensité physique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes tout rouge à bout de souffle, que ça fait la 15e fois que vous dégoulinez de sueur, que vous vous rendez compte de jusqu'où vous pouvez aller dans l'effort physique, et bien alors vous pouvez peut-être vous appuyer là-dessus pour la prochaine fois tenir votre position devant votre patron et négocier votre augmentation et rester debout et affronter le truc parce que vous avez déjà fait une expérience corporelle de puissance, d'élargissement de vos compétences, où vous vous êtes prouvé, mais pas prouvé là, où vous avez fait l'expérience dans votre corps que vous aviez une grande, grande compétence, notamment physique. Ok? Alors, où j'en suis moi dans mon plan? Peut-être je peux, oui, je crois que j'arrive à la fin. Du coup, je vais vous donner un peu
mes conseils à vous les psys qui me suivez, à vous les patients ou clients de psy qui me suivez, et pour que vous puissiez, comment dire, des conseils un peu plus pratiques pour intégrer de la corporalité dans votre travail de thérapie. Voilà, je trouve mes mots. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Alors, je m'adresse d'abord aux collègues psy qui m'écoutent. Hmm. Alors, comment dire? En faisant une école de psy, eh bien, on développe nos compétences psychologiques, nos connaissances, notre capacité relationnelle, émotionnelle. On fait nous-mêmes une thérapie, on est supervisé. Un jour, dans notre cursus, il y a quelqu'un qui nous dit: c'est bon, Pierre, tu es capable maintenant de prendre des patients, tu peux commencer, tu es assez mûr, etc. Donc, on développe une compétence psychique, émotionnelle. Le problème, c'est que rien dans notre formation de psy ne nous challenge sur notre compétence physique. Et oui, souvenez-vous, la confiance, la capacité, la confiance que nous avons sur notre compétence physique. Eh bien oui, elle est importante aussi. Il y a de la ressource dedans. Donc ma proposition à mes collègues psy, c'est de vérifier que leur compétence physique corporelle est à peu près harmonieuse et cohérente avec leur compétence psychologique. Et oui, si nous avons un corps qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous sommes forts, nous sommes souples, nous sommes agiles, nous sommes endurants, et tout ça, ça participe de notre compétence d'être humain. Hein. Euh, un cerveau et un cœur ne sont pas suffisants, même très affinés, ne sont pas suffisants pour être un bon thérapeute. Alors là, je me protège et je veux apporter une nuance. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un grand sportif pour être un bon thérapeute. Mais je dis que nous avons, les thérapeutes, un examen de conscience à faire pour vérifier si nous avons également pris grand soin de notre santé physique. Et notre santé physique, c'est pas juste avoir un cholestérol, un rythme cardiaque et une glycémie qui sont dans la norme. Ça veut dire être régulièrement en situation d'expérimenter et de construire notre force, notre rapidité, notre souplesse et notre intelligence corporelle, notre agilité. C'est là-dedans que ça se joue aussi, l'intelligence émotionnelle. Elle s'appuie là-dedans. Et alors, autre restriction, je veux dire, j'ai rencontré dans ma vie des formateurs en psycho, à l'EPG, il y en a vraiment qui sont au top niveau, des HQI, des gens très très brillants, et qui n'étaient pas forcément, de mon point de vue, hyper corporalisés. Donc bien sûr, si vous êtes au top, si vous êtes à 100%, eh ben, vous pouvez peut-être avoir un corps qui suit un peu à la traîne, et vous pouvez pour autant être efficace. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas mal si en tant que psy, nos compétences physiques sont entraînées, affinées, pointues, efficaces, et que nous avons du coup fait l'expérience dans notre corps de à quel point ça peut aider dans le parcours thérapeutique. Euh, donc, mes collègues, je vous propose que nous fassions tous un examen personnel de compétences. Fabrice, merci. Freud, le moi est avant tout un moi corporel. Magnifique. Merci mon ami. Merci mon ami. Merci Freud. C'est super. Le moi est avant tout un moi corporel. Évidemment, évidemment. Euh, une autre recommandation à mes collègues thérapeutes en cabinet. Euh, je vous invite à, comment dire ça, examiner votre cabinet et vérifier s'il est suffisamment connecté à la nature, si l'élément nature est suffisamment présent, si votre cabinet est suffisamment grand pour avoir de l'espace pour courir, pour sauter, s'il y a suffisamment d'intimité pour pouvoir crier et hurler. Oui, les patientes, les clientes avec qui me suis battu en jouant l'agresseur sexuel pour susciter chez elles la capacité de réaction, elles ont parfois hurlé. Elles ont parfois hurlé. Et c'était. Et professionnellement, j'étais content quand elles hurlaient. C'était le signe qu'il y avait quelque chose d'animal et de flippant même qui parlait et qui faisait que, wow, là, ça, on est bon là. Hein. Et donc, forcément, il faut être dans un cabinet qui permet ça.
je vous propose aussi dans votre cabinet qu'il y ait beaucoup d'objets qui permettent de faire beaucoup d'expériences. Dans mon cabinet, j'ai évidemment des ballons, des coussins, des tapis, j'ai une chaîne de bateau qui pèse 15 kilos, j'ai des clous, j'ai une batte de baseball, j'ai un objet en mousse avec lequel on peut taper de toutes ses forces. Enfin bref, des objets comme ça, symboliques, très divers pour explorer différentes mises en situation corporelle. Et les thérapeutes qui m'écoutent là, eh bien, peuvent venir se former avec moi là-dessus. Sur les médiateurs, c'est un travail que j'aime beaucoup, le travail avec les médiateurs, mais je ne suis pas le seul à proposer ça en France, bien sûr. Je vous invite aussi à vous nourrir auprès de cette mouvance qui s'appelle l'éco-psychologie, qui a été pour moi une prise de conscience il y a quelques années qui m'a fait tout arrêter, tout vendre et partir, parce que, comment je vais le dire, je me sentais un peu en imposture professionnelle de dire à quelqu'un, OK, venez avec moi en thérapie, nous allons travailler dans ce cabinet très joli, un immeuble bourgeois très confortable, et vous voyez ce canapé, il est super confortable. Nous allons parler ensemble, vous allez parler, je vais parler, nous allons parler pendant des mois, des années, et vous allez régler votre problème. Vous viendrez une fois par semaine, tous les 15 jours, et ça ira très bien comme ça. Et bien, je me sentais un peu en imposture parce que j'aime bien cette phrase qui dit sans pratique régulière, la prise de conscience ne sert à rien. Elle est écrasée sous le rouleau compresseur du quotidien, des loyautés et des habitudes. Et donc, j'ai éprouvé le besoin de mettre plus de vivant dans mon cabinet, de sortir d'un cabinet climatisé, confortable, douillet, bourgeois, avec plein de coussins pastels, pour aller dans un endroit où je peux proposer à mon patient, à mon client, des expériences beaucoup plus larges, qui sont à l'image de la vie, en fait. C'est comment la vie nous a abîmés de multiples manières, c'est pour ça qu'on fait un travail sur nous. Eh bien, c'est le confort douillet d'un cabinet de thérapeute n'est pas représentatif de toutes les situations qui nous seraient nécessaires pour avancer vite. Alors, je ne suis pas encore en train de dire que la thérapie, c'est pas efficace. Je suis en train de dire que nous pouvons euh, accélérer la vitesse avec laquelle nous changeons, nous faisons changer les gens qui viennent nous voir, en leur proposant des cabinets qui soient des terrains d'expérience multiples, divers, où le corps puisse s'exprimer de plein de manières différentes. J'ai eu une fois une patiente qui a... non, c'était en travail individuel, c'était pas en groupe, qui a, il n'y a pas d'autre mot, qui a explosé un beau coussin que j'avais. Voilà, je sais plus ce qu'elle était en train de sortir là, de manière cathartique, sûrement un ancien agresseur, enfin quelque chose. Et à un moment donné, elle m'a demandé si elle pouvait aller un peu plus loin, et je lui dis, allez-y, go, full power. Et le coussin, à la fin, il y avait des plumes partout, il était déchiré, et c'était... voilà, ça m'a coûté un coussin, mais c'était... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple que j'aime réfléchir pour organiser mon cabinet, faire en sorte qu'il soit, euh, qui permette un grand nombre d'expériences à mon patient, toutes les expériences possibles, parce que je ne sais pas moi-même à l'avance ce qui va être utile pour la résolution du problème du jour. Fabrice, l'équilibre est notre direction, qu'il passe par la tête, le cœur ou le corps, il reste le même. L'équilibre, autant qu'il passe par les trois. Merci mon ami, la tête, le cœur et le corps, absolument. Christelle, depuis combien de temps tu pratiques ces méthodes? Oh, ça fait, allez, j'ai commencé j'ai dû commencer au bout de 10 ans, donc ça doit faire 12 ans que je travaille comme ça, de manière très corporalisée. Voilà. Et alors, dernier conseil pour les psys qui sont peut-être là, vous pouvez évidemment avec plaisir venir aussi en supervision avec moi pour réfléchir ensemble à comment mettre plus de corporalité, et aussi comment vous avez fait pour accompagner des gens dans la durée sans mettre plus en mouvement votre corporalité et celle du client et celle du patient. Parce que si vous m'écoutez, si vous êtes là encore, c'est que vous sentez que dans ce que je dis, il y a un peu de vérité. Que le corps, il n'est pas assez présent dans la thérapie. Donc, ben voilà, vous pouvez venir en supervision me voir. Je le propose à la fois en séance et à la fois en séjour de supervision. Vous aurez tout ça dans le lien. Enfin, je mettrai ça sur mon site, sur le profil Facebook, pardon. Maintenant, les conseils pour les
patients ou les clients. Selon les écoles, hein, moi je préfère appeler les gens qui me suivent en thérapie, je préfère les appeler les clients, parce que je trouve le terme patient trop paternaliste, trop teinté de la culture médicale, qui consiste à dire qu'il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas, et on lui donne ce qu'il faut et l'autre il guérit. Hein, j'aime sortir de cette posture un peu. Je trouve que le terme patient renvoie à quelque chose d'un peu passif dans la relation. J'aime que la personne en face de moi soit plutôt mon client. Il vient me voir, il me donne de l'argent pour avoir un service, pour que je l'aide et je dois lui rendre des comptes si ça marche pas. Enfin bref, il y a une relation un peu plus horizontale, responsabilisante qui me plaît plus. Alors, euh, les conseils que je peux que je peux vous donner si vous êtes en thérapie. Eh bien, oui, puisque je parle de responsabilité, faites un auto-bilan, un autodiagnostic sincère avec un professionnel, évidemment, sur votre état de santé. Et oui, si vous êtes dépressif depuis 15 ans, mais que vous êtes anémié, que vous êtes fatigué chronique, que vous n'arrivez pas à dormir et que vous avez tellement mal au dos que vous faites jamais de sport, eh ben, je vous l'annonce, pour sortir de votre dépression, ça va être la galère. Et je souhaite bon courage au psy qui va vous suivre. Euh, si vous voulez mettre les choses de votre côté, les chances de votre côté, vous devez pouvoir vous appuyer sur un corps en bonne santé qui va vous donner toute l'énergie disponible. Donc ça commence par un check-up médical et c'est les séjours thérapeutiques que je propose, où je propose mes 5 compétences d'ostéo, de psy, de nutrition, massage et coaching sportif, vous pouvez venir avec vos radios, avec vos examens, faire un bilan de santé ou chez n'importe quel médecin, vous comprenez, mais faites un bilan sincère sur votre vitalité parce que vous allez avoir besoin de ça pour résoudre ce que vous avez à résoudre. Ensuite, examinez l'efficacité. Ah mince, on me dit que la vidéo a des problèmes. Alors du coup, je ne sais plus si ça marche. Est-ce que vous pouvez me confirmer que la vidéo est toujours en train de tourner? Parce que là, je ne vois plus mon image, donc peut-être que c'est fini. Non, bon, je vois le compteur qui tourne, donc je vais continuer en espérant que vous m'entendez au moins. Euh, faites un examen autocritique de l'efficacité réelle de votre thérapie. Je veux dire, est-ce que la vitesse à laquelle vous résolvez les problèmes pour lesquels vous êtes venu vous semble raisonnable? Si la réponse c'est ben, au rythme où ça continue, ça va durer encore 10 ans, c'est que la vitesse est trop lente. Changez quelque chose. Merci Christelle pour la vidéo. Euh, si ce que je vous ai dit vous parle, parlez-en avec votre thérapeute. Dites-lui que vous aimeriez plus de corporalité dans votre travail. Euh, euh, et oui, de mon point de vue, c'est son boulot d'accueillir votre demande. S'il en est incapable, eh bien, je ne sais pas, tirez-en vos conclusions, mais en tout cas, euh, si cette vidéo vous a convaincu que le corps n'est pas assez présent dans la thérapie et que ça permettrait d'aller plus vite, d'aller plus fort, que les résultats soient plus stables, plus complets, eh bien alors allez satisfaire votre besoin là, dans une thérapie et parlez-en à votre psy. Aussi, autre chose de très important, euh, je vous invite à privilégier les formes de thérapie dans lesquelles il y a un engagement dans la durée, dans le groupe, les week-ends de thérapie, les séminaires de thérapie sur le thème du deuil, sur le je sais pas quoi, où vous êtes avec 20-25 copains, où il y a 3 formateurs, eh là, vous allez pouvoir faire une expérience corporelle, émotionnelle plus intense que juste la petite piqûre de thérapie, d'écoute et d'empathie qui fait absolument du bien, mais qui, convenez-en avec moi, fait que les thérapies, ça dure des années et ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Donc, engagez-vous pleinement dans votre thérapie, allez chercher votre santé, allez questionner votre santé, remettez votre santé en marche, et puis faites des week-ends de thérapie, des stages de thérapie avec des gens qui sont potentiellement, pas potentiellement, qui sont avec des thérapeutes qui sont très corporalisés. Là, quand je pense à ça, je pense à 2 de mes amis, Raphaël Giacometti qui est à Paris, qui est une super psy. Et pourquoi c'est une super psy aussi? Parce qu'elle est prof de yoga. Donc elle a une
une connaissance, une finesse dans ses ressources corporelles qui est importante. Une autre amie qui s'appelle Salia Ristori, qui a fait du massage pendant 10 ans avant d'être thérapeute, et bien pareil, elle a une connaissance expérientielle de son corps qui la rend plus affûtée qu'un un thérapeute qui n'aurait comme hobby ou comme pratique que les échecs, la Grèce antique et les philosophes, vous comprenez? Voilà. Je regarde mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Peux-tu redire son nom, s'il te plaît? Salia Ristori. Elle est en Ardèche. Et voilà, c'est quelqu'un que je recommande les yeux fermés. La première, Raphaël Giacometti. Sur Facebook, oui, c'est ça, Raphaël Giacometti. C'est une amie Facebook, d'ailleurs, vous pourrez la contacter. Et évidemment, les thérapeutes de cette trempe-là sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et évidemment, les thérapeutes qui sont très peu corporalisés, eh ben, c'est plus. Bref, c'est plus compliqué parce que c'est confrontant aussi. Hein. Allez, je vais le dire encore d'une autre manière, un peu provoque. C'est pas un hasard si on choisit de faire des études de mathématiques, de faire des études de psycho, de faire des études de littérature. Et si on décide d'investir toute notre intelligence, notre temps, notre compétence, notre argent là-dedans, c'est sûrement aussi le fait qu'il y a quelque chose de notre animalité, de notre corporalité, de notre puissance, de notre capacité d'agression, d'autonomie qui nous fait peur, avec lesquels on est en difficulté. Je le dis encore autrement, à niveau de développement psychothérapeutique égal, le même thérapeute sera encore plus compétent s'il a un corps entraîné et en pleine santé. Voilà. Je crois que j'en ai terminé avec mon exposé. Euh, et donc, je prends. Ah, mince alors. Si, c'est bon, ça marche encore. Je- 30 secondes pour vous rappeler que je propose des séjours thérapeutiques, donc, où je propose sur place un hébergement complet, 2 séances par jour avec au choix ostéopathie, psychothérapie ou supervision, nutrition, massage et coaching sportif. L'objectif de tout ça, vous l'avez compris, c'est de faire vivre votre corporalité, vous permettre de vous remettre en connexion avec votre corps, de vous faire faire des expériences avec ces différents outils pour que vous découvriez votre potentialité physique et parce elle va se conjuguer, se marier avec vos autres potentialités qui, quand je regarde nos contemporains, me semble un peu oublié. Hein, la corporalité un peu oubliée. C'est comme ça que j'aurais dû appeler cette vidéo d'ailleurs. Hein, le corps oublié ou pourquoi la psy en cabinet peut être améliorée. Voilà un titre qui aurait été moins provoque et plus proche de la vérité. Mais voilà, j'espère que vous en avez compris l'esprit. Alors maintenant, je suis dispo pour répondre à vos questions. Pour ceux qui sont encore là. Je remonte en haut. Sabrina, cela me fait penser au théâtre utilisé dans certaines écoles pour désamorcer certains conflits entre élèves. Ils rejouent la scène pour voir où et comment le problème s'est présenté et peuvent improviser une différente fin. Absolument, Sabrina, c'est la, ça, absolument. Il y a des techniques inspirées du théâtre, en tout cas utilisées du théâtre, la chaise vide de Moreno. Il y a plein de choses comme ça qui sont les constellations familiales proposent aussi des choses comme ça où le corps est très engagé. Et évidemment, c'est très puissant comme effet, c'est spectaculaire comme effet. Alors, je remonte vos questions. Le cadre doit être posé malgré tout, et souvent c'est le cadre interne qui est le plus important. Euh, oui, Annick, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où le cadre interne est posé, il est solide, le cadre externe, en fait, il va s'ajuster. Et il y a même pas de difficulté, il se trouve et il s'ajuste tout naturellement. Je fais défiler vos questions pour alors Marie Châtelain qui me dit quel sport pour quelle problématique. Alors bonne question. Eh bien typiquement une femme qui s'est identifiée avec une posture de victime, eh bien je vais lui proposer de faire de la boxe. Un homme qui s'est identifié dans la rubrique de l'homme soumis en face de parents vociférants, ben, je vais lui proposer d'aller faire du théâtre ou du chant.
Euh, voilà, et quelqu'un qui est un geek de l'informatique, je vais lui faire des stages de survie en nature. Je vais lui proposer un contexte. Je vais réfléchir à comment tremper son corps dans un environnement qui va lui apporter exactement ce dont il a besoin, exactement ce qu'il a toujours évité, exactement ce qu'il a toujours craint. Voilà la logique en quelque sorte. Euh, tac tac. Peux-tu proposer un sport bien spécifique aux patients en fonction de leur thérapie? Oui, c'est ça. Évidemment, il y a des choses quand même qui reviennent, hein, les sports de combat. Les sports de combat, mais évidemment, pour quelqu'un d'un peu histrionique et qui est extrêmement volubile et qui est tellement agité dans le mental et dans les émotions que ça déborde de partout, eh ben, lui, c'est de la méditation que je lui ai demandé de faire, ou du zazen, ou du yoga, hein, mais quelque chose où il va apprendre à condenser son énergie, à poser son énergie. Le truc, par contre, du lac, de l'immersion dans l'eau gelée, alors ça, c'est bon pour tout le monde, hein, parce que ça, vraiment, ça a des vertus d'ailleurs thérapeutiques super, et c'est quelque chose qui est très efficace pour nous rappeler que nous sommes un, un mammifère euh, euh, qui, quand tous nos sens sont aux aguets, il n'y a rien qui nous échappe, hein. Les choses nous échappent, les nôtres et celles des autres dans notre environnement, parce que nous sommes tellement préoccupés avec notre mental qui fonctionne à 2000 à l'heure, nos litanies intérieures, nos habitudes de pensée, qu'on est tellement occupé par ce vacarme intérieur que on perd de la présence avec notre environnement. Mais allez vous baigner 2 minutes en eau glacée, quand vous ressortez, c'est plus un homme ou une femme qui ressort, c'est un mammifère qui a froid et qui cherche à se réchauffer. Et c'est voilà, c'est très joyeux. Pourquoi pourrais-tu, comme pour les constellations familiales, faire cela en groupe? Eh bien, pendant 10 ans, j'ai animé un groupe à Aubenas, en Ardèche, et j'ai souvenir de quelques scènes tout à fait très corporalisées. Oui, oui, bien sûr. Le psychodrame, super Annick, génial que tu te formes au psychodrame. Voilà, le psychodrame, c'est génial ça. Donc, ce que je propose comme travail, ça peut tout à fait, oui, se faire en groupe. En groupe, le travail en groupe décuple, à mon avis, l'efficacité de la thérapie et raccourcit sa durée. Euh, Pop, pop, pop. Alors, je remonte pour voir vos questions. Tac, tac. Merci Fiona, merci Bénédicte. Ok. Alors, eh bien, écoutez, je vois que vous êtes, je sais même, je vois plus combien vous êtes. En fait, je sais pas si je suis tout seul et si vous êtes encore 20 ou 30 comme tout à l'heure. J'attends donc vos questions et si vous avez plus de questions, eh ben, je vous souhaiterai une bonne fin de soirée. Ouh là, j'ai un peu chaud parce que je m'active et puis mon poêle à bois est juste à côté. Donc, avez-vous des questions? Euh, Est-ce que je vois quelque chose de pertinent à vous rajouter? Oui, l'aspect pour moi non négociable d'avoir un corps en bonne santé, qui soit vraiment, c'est-à-dire capable de s'appuyer sur ses ressources pour, euh, pour faire face à n'importe quoi dans la vraie vie, hein. Et c'est un peu, si vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens très très formés ou diplômés dans les arts martiaux ou dans les sports de combat. Eh ben, moi j'en ai rencontré plusieurs, et souvent c'est des gens d'un calme et d'une confiance et d'une sérénité incroyable parce qu'ils savent que ils ont entraîné une capacité corporelle, certes, mais ils ont entraîné leur capacité corporelle à se sortir de n'importe quelle situation de combat, de conflit. Et donc, bah, ça donne une grande confiance que tout est possible, quoi. Christelle, au bout de combien de séances te permets-tu ces situations corporelles? Merci pour ta question, Christelle. Eh bien, souvenez-vous, je vous ai parlé de la confiance au début. Évidemment,
jouer une scène avec quelqu'un qui s'est fait battre depuis la tendre enfance par sa belle-mère à coups de ceinture, euh, on va pas pouvoir proposer ça avant que la personne, elle ait tellement confiance en nous qu'elle pourra être dans son enfant blessé et en même temps un peu son adulte pourra lui dire non, non, mais c'est ok, c'est pas ta mère qui est en face de toi, c'est Pierre, ton psy, tu sais, il est plutôt sympa et t'as confiance en lui. Donc vas-y, continue l'exercice. Et ça, il n'y a pas de signe clair pour savoir. Euh, euh, c'est à nous, psy, d'évaluer à partir de quel moment on sent que la personne a suffisamment confiance pour venir lui proposer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent un peu de la représentation que se font la plupart des gens du travail thérapeutique. Et dans la pratique, c'est pas une difficulté, je crois, pour nous les psys. Venez avec vos commentaires, mes collègues. C'est pas difficile de savoir quand le placer parce qu'en fait, ça se fait très progressivement. Hein. Et c'est moi, j'augmente la dose de corporalité au fur et à mesure quand je sens que la personne en face, un, quand je sens qu'elle en a besoin, deux, quand je sens qu'elle en est capable. Voilà. Euh, donc ça s'évalue. Connais-tu d'autres psys qui travaillent comme toi? Oh là là, je suis désolé, je dois répondre non. Je connais pas d'autres psys qui, comme moi, se bagarrent avec son client ou son patient. C'était intéressant, Pierre, un grand merci. Merci Annick, ça me fait plaisir si tu as retiré quelque chose de ce moment. Marie Châtelain, je conseille l'équitation, ça remet à sa place et on se retrouve entre mammifères, ça fait un bien fou. J'y ai jamais pensé, mais évidemment, évidemment, connecter un cheval, je sais pas, un truc de 500 kilos là, qui a des sens extra lucides et avec lequel vous devez être super juste parce que si vous êtes mal, il comprend qu'il y a une tension et il obéit pas. Enfin bref, évidemment, l'équitation, ça va être quelque chose de. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des psys qui travaillent avec ça, avec les chevaux, avec les chiens. Évidemment, merci Marie pour ton exemple. Oui, l'équitation, c'est voilà, une bonne manière de travailler sa corporalité, en plus le contact avec les éléments. Pas besoin d'aller embrasser les arbres ou de leur parler. Moi, j'ai essayé, ils m'ont pas répondu. Ils m'ont pas répondu encore, mais par contre, oui, le contact avec les animaux, eux, ils sont pas encombrés par un mental qui turbine. Eux, ils sont en contact permanent avec leur animalité et leur sens. Et la moindre fausse note, ils la détectent. Et de les côtoyer, ça nous apprend des choses. Mon chien qui est là par terre, c'est un maître pour moi. Gabriel, on sent bien que tu t'intéresses profondément à tes clients en personnalisant à chacun ce dont il a besoin. Merci cousin, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que j'aurai le plaisir de te voir un de ces jours. Sabrina, as-tu déjà utilisé la danse? Euh, Merci Sabrina pour ta question. Non, je me rends compte que j'ai pas encore vraiment utilisé la danse. Euh, alors après, mon profil fait que je suis plus à l'aise dans d'autres formes d'expression corporelle. Ceci dit, j'ai fait beaucoup de biodanza pour moi. Je trouve que c'est un outil extrêmement puissant. Et ben voilà, la biodanza, la danse des 5 rythmes, toutes ces danses-là c'est, ça devrait être obligatoire en thérapie. C'est extrêmement libérateur pour certains profils. Et donc, je recommande absolument, oui, de faire des biodanza, des danses de 5 rythmes, ce genre de danses qui sont des danses où vous apprenez pas des pas, mais où l'intelligence du formateur, de l'animateur, c'est de créer une atmosphère, un enchaînement de musique qui va susciter en vous l'expression et la libération de votre contenu psychique. Avec très peu de consignes, voire aucune consigne. C'est juste un talent un peu de chef d'orchestre et de cadre posé qui fait que je suis désolé de ne pas avoir de personnes qui fait de la bio dans ça autour de chez moi là, mais si j'en avais, je le conseillerais régulièrement à mes patients clients en thérapie. Pour anticiper sur vos questions, quelque chose que je recommande régulièrement à mes patients clients en thérapie, c'est d'aller se faire masser. Et oui, pour réveiller le corps, toujours la même histoire. Se faire masser régulièrement, c'est une manière de faire sortir du contenu psychique du corps. Et ensuite, on va le travailler en thérapie. Christelle, j'ai fait beaucoup de constellations et trouvé ça intéressant, dur mais intéressant.
Anna Christina, je veux bien t'accompagner auprès des arbres, avec plaisir, pourquoi pas. Et Sabrina, j'espère que ça a répondu à ta question sur la danse. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à vous dire puisque je vois plus de questions? J'espère que j'aurai des commentaires de mes collègues psy qui m'aideront à réfléchir sur comment mettre encore plus de corporalité dans la séance. Est-ce que j'aime danser? J'aime, j'ai dansé le tango pendant 5 ans comme un fada. Je dansais 30 heures par semaine. Pas pendant 5 ans, pendant 2 ans, ouais. Et puis, bref, et puis j'ai arrêté, mais sinon j'aime danser et la biodanza, j'adore ça, j'adore ça. Mais là, en ce moment, je fais des travaux à la maison et ça me prend beaucoup d'énergie. Lucille, formidable, un grand merci, tatati, tatati, tatata. Bon, alors, Lucille était convaincue, bien sûr, parce que Lucille, c'est un thérapeute qui travaille avec la voix, avec le chant, donc voilà, je vous l'ai dit, quelqu'un qui aurait des difficultés d'expression, qui aurait des difficultés avec l'oralité, avec l'affirmation de soi, avec sa verticalité, eh ben, j'irai lui faire prendre des cours de chant, absolument. Euh, Marie Châtelain qui me dit les pourvoirs extraordinaires du corps sur France 2. Rigolo comme coïncidence, non? Oui, merci Marie pour le clin d'œil. Euh, avec Lilian. Oui, dansons la vie. Merci Pierre, des belles énergies que tu nous partages. Oui, massons-nous les âmes, libération. Le tango. Alors le tango en plus, oui, c'est une danse très très relationnelle. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour conclure? J'avais préparé une petite conclusion en synthèse. Mince, je crois même que j'avais préparé une phrase, une citation. Ah oui, je me sens très proche de Spinoza là-dessus qui dit ce que peut le corps est sans limite. Regardez ce que font les athlètes de haut niveau. Regardez ce que font les danseurs de haut niveau en natation synchronisée, en gymnastique. Enfin, c'est tout simplement incroyable. Les jeunes qui sont sur les skateboards et les, et les, et les planches de surf, là, mais réalisons que nous sommes des handicapés moteurs à côté de ces gens-là, des handicapés moteurs. Et alors, encore une fois, je ne vous propose pas à chacun, à tous et à tous les psys de devenir des athlètes de haut niveau, mais je suis juste en train de dire que nous sommes globalement dans une société où le corps est sous-utilisé, où il est sous-exploité, où il se rabougrit, et nous gagnerions beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence, de puissance, de clarté, de bonheur, de joie de vivre, de compétences à juste travailler le corps. Donc ma citation pour conclure, c'est celle de Spinoza, ce que peut le corps est sans limite. Je rajoute celle de, je ne sais plus qui c'est, tellement ça fait longtemps que je l'ai dit, je m'en souviens plus. Sans, et ça touche vraiment l'activité corporelle quand vous êtes dans une thérapie et entre les séances de thérapie. Sans pratique régulière, la prise de conscience ne sert à rien, car elle est diluée par le rouleau, elle est écrasée par le rouleau compresseur des habitudes du quotidien et des loyautés. Je recommence. Sans pratique régulière, la prise de conscience ne sert à rien, car elle est ensuite écrasée par le rouleau compresseur des habitudes des loyautés et du quotidien. Voilà, ça fait longtemps que je ne me vois plus, donc j'espère que vous entendez tous bien ça. Je reste disponible pour répondre à vos questions par écrit. La vidéo continuera d'être visible sur mon profil Facebook et ainsi que mes deux sites internet www.pierregotte.com et www.séjourthérapeutique.com. Si vous avez envie de venir vous faire un peu réparer le corps et l'esprit et le cœur avec moi en séjour d'immersion, avec 2 séances par jour, au milieu de la forêt, avec un espace de sport, avec les VTT qui sont disponibles, avec des séances aussi de nutrition, pourquoi pas, pour remettre d'aplomb votre équilibre alimentaire, parce que là aussi, hein, il y a vraiment des... Allez, je vous donne une petite anecdote, tellement ça m'a fait pleurer et rire en même temps. C'était juste avant que j'arrête de travailler à Priva. J'espère qu'il va pas m'écouter, il va se reconnaître. Un patient vient me voir en ostéo et première fois que je le vois, et donc je lui pose plein de questions, une anamnèse un peu fouillée, et ensuite je commence à l'examiner en ostéo, à travailler sur lui. Et en continuant de travailler, je continue mon anamnèse et je lui pose des questions, je lui demande comment est-ce que vous mangez, etc., qu'est-ce que vous mangez. Et là, enfin, je lui fais remarquer que ouais, il mange beaucoup de sucre. Et puis à un moment donné, il me dit oulala, mais si je vous dis tout, vous allez pas.
vous n'allez pas être content. Je lui dis, ah bon, allez-y, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, il me dit, écoutez bien, tous les jours, quand je rentre du travail, je prends une demi-baguette de pain, je l'ouvre en deux, je mets des morceaux de sucre et je me fais un sandwich au sucre tous les jours en rentrant du boulot. C'est surréaliste. Et alors, j'espère qu'il a entendu mon conseil, cet homme-là, mais avec des habitudes alimentaires comme ça, du pain blanc avec du sucre blanc tous les jours dans une telle quantité, mais avec ça, si vous faites une thérapie, c'est autant, enfin, vous tirez une balle dans le pied en même temps que vous êtes en train d'essayer de grimper à l'arbre. Voilà. Et il y a des choses comme ça, peut-être caricaturales que beaucoup de gens connaissent, mais il y a des choses, il y a des choses peut-être plus fines que, voilà, pour lesquelles je me suis formé, documenté, et qui participent de mes différentes casquettes, des différents endroits depuis lesquels j'appréhende, je regarde mon patient pour me dire, bon, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a besoin plutôt d'une séance de sport, d'une séance d'ostéo, de massage, de thérapie, de supervision, d'aller faire du vélo, que je le... Bref, vous avez compris, hein. L'idée, c'est d'avoir un regard holistique le plus large possible, d'avoir des compétences dans différents domaines pour vous accueillir en séjour de la manière la plus efficace possible. J'ai déjà commencé depuis 2 mois, j'ai déjà 3 personnes qui sont venues et, euh, et les commentaires sont visibles sur le site. Merci beaucoup Annick, tu nous donnes vraiment envie en évoquant tes séjours dans ta région. Eh ben, écoute, tu es la bienvenue. Je vous remercie beaucoup et je reste disponible encore une fois pour les questions par Internet.